Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité sur le continent. Afrique centrale en tête de cette édition au Gabon après la démission du ministre de l'économie Jean-Marie Ogadanga, accablé par un scandale lié aux abattements fiscaux qu'il aurait accordés à plusieurs entreprises, l'équipe gouvernementale a connu mercredi quelques réajustements dans sa composition. Le président de la République a désigné Nicole Janine Roboti pour remplacer le démissionnaire. Jusque-là ministre déléguée, elle s'est finalement vue titularisée à ce poste en vue d'assurer le traitement des affaires courantes. Précédemment au transport, Léon Bonda Balonzi s'est vu muté aux travaux publics, tandis que Brice Paya passe de ministre délégué à ministre des Transports. Enfin, le nouvel entrant Olivier Nan Ekomi est promu ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. La nouvelle équipe gouvernementale Osuka Raponda compte 33 membres, comme la précédente. En République démocratique du Congo, la bataille pour le contrôle du Parlement se poursuit entre députés pro-Tshisekedi et pro-Kabila. Ce jeudi, le bureau provisoire installé mardi dernier va examiner les pétitions visant la déchéance de la présidente Janine Mabunda et de son bureau. Pour le président actuel, c'est un tournant important de son quinquennat. Il a même annulé son voyage prévu mercredi en Afrique du Sud pour suivre personnellement ce dossier. Selon les chiffres avancés au cours de la séance de mardi, il y avait 279 sur 500 élus à la précédente séance. Pour les partisans de Félix Tshisekedi, c'était déjà un motif de joie. Ils considèrent que la majorité parlementaire est en train de basculer. Ils promettent même qu'il y aura plus de 300 députés ce 10 décembre dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour faire tomber le bureau dirigé par Janine Mabunda. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila continue à dénoncer ce qu'ils appellent un passage en force en vue de faire basculer coûte que coûte la majorité parlementaire. Dans une déclaration publiée par son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU a appelé tous les acteurs politiques à résoudre leurs différends pacifiquement à travers le dialogue conformément à la Constitution et dans l'intérêt du peuple congolais. En Côte d'Ivoire, l'ex-président et principal opposant Henri Konan Bédié a annoncé mercredi la dissolution du régime de transition proclamé par l'opposition contestant la réélection du président Alassane Ouattara. Lors d'une rencontre avec les partis et plateformes d'opposition, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a appelé à la table du dialogue le reste de l'opposition ainsi que les forces vives et les facilitateurs crédibles. Mais il exige comme condition préalable à tout pourparler la libération immédiate des personnes arrêtées ces derniers mois. Cette sortie intervient près d'un mois après une rencontre avec le président Ouattara destinée à faire baisser la tension politique. Si l'opposition met ainsi un terme au CNT, elle ne renonce pas pour autant à la plupart de ses revendications. Elle en ajoute même une de taille, à savoir l'élaboration d'une nouvelle constitution consensuelle. Elle signe aussi la levée de la désobéissance civile. Selon les déclarations d'Henri Konan Bédié, la lutte privilégiera désormais les marches et les autres formes démocratiques de la contestation propres à une opposition responsable et constructive. En rappel, 2 jours après l'élection présidentielle du 31 octobre, l'opposition avait proclamé un Conseil national de transition qui devait former un gouvernement de transition censé remplacer le régime d'Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, présenté comme président de ce CNC, ne s'était jamais exprimé publiquement sur le sujet. Plusieurs responsables, dont Pascal Affi-Guesson, porte-parole de l'opposition, ancien Premier ministre et le bras droit du leader du PDCI, Maurice Kugwakwe, avaient été arrêtés les jours suivants et sont toujours écroués. Au Ghana, l'opposition n'accepte pas la victoire de Nana Akufo-Addo, réélu selon les résultats annoncés par la commission électorale avec 51,59% des voix, contre 43,36 pour son principal rival, l'ancien président John Dramani Mahama. Ce dernier n'a pas réagi et s'est abstenu du traditionnel appel téléphonique pour féliciter le président sortant. Mais un élu de son parti a annoncé tard dans la nuit que l'opposition rejetait ces résultats et envisageait de faire appel. Il a affirmé que dans les jours à venir, des preuves de fraude seraient apportées. Persuadé que la victoire leur a été volée, l'opposition accuse le parti au pouvoir d'avoir bourré les urnes avec 390 000 bulletins frauduleux dans la région disputée d'Ashanti. Les résultats de la présidentielle ont été annoncés 48 heures après la fin du vote lundi
Plus de 17 millions d'électeurs devaient choisir entre 12 candidats au total. Le taux de participation de cette élection est de 79% selon la commission électorale. La veille du scrutin, les deux principaux candidats avaient signé un pacte de paix, appelant leurs partisans à se ressaisir, quelle que soit l'issue du vote. Les Ghanéens élisaient également lundi leurs 275 députés, mais les résultats de ces élections législatives n'ont pas encore été communiqués par la commission électorale. Et puis, conflit au Sahara occidental, le roi du Maroc durcit le ton et menace de riposter fermement contre le Front Polisario. Les autorités marocaines pointent de nombreuses atteintes aux accords de cessez-le-feu et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU par les indépendantistes. Selon le chef de la diplomatie marocaine, le Polisario est habitué à la violation des accords de cessez-le-feu depuis 2016. Rajoutant que ces provocations à l'encontre du Maroc se sont multipliées au niveau du mur marocain de défense ou par l'envoi de bandes criminelles afin de bloquer le passage à Guéguéra. Pour le ministre des Affaires étrangères, le Maroc a fait preuve de grande retenue pour contenir les provocations à travers la mise en place de consultations multilatérales et stratégiques avec les pays et institutions concernées. Se rendant compte que le Front Polisario, malgré les multiples rappels à l'ordre du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres notamment, est resté campé sur sa position. Le Maroc a donc été contraint de contraindre les séparatistes à débloquer le passage de Guéguéra et ainsi rétablir le trafic entre le Royaume et la Mauritanie. Dans l'actualité, la Somalie vient de suspendre sa politique de visa à l'arrivée pour les citoyens kenyans, invoquant la pandémie de Covid-19, mais aussi l'escalade des tensions diplomatiques avec Nairobi. De sources officielles, désormais, les Kenyans qui se rendent à Mogadiscio devront obtenir un visa auprès des ambassades somaliennes. Les détenteurs d'un passeport diplomatique kenyan devront obtenir l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. La directive entre en vigueur le dimanche 13 décembre 2020. Cette suspension du visa fait suite à la décision prise la semaine dernière par la Somalie d'expulser l'ambassadeur du Kenya et de rappeler le sien de Nairobi pour ingérence continue dans ses affaires intérieures. Mogadiscio a soutenu que Nairobi s'ingérerait dans ses prochaines élections en faisant pression sur le président régional du Jubaland, Ahmed Mohamed Islam Madobe, pour qu'il revienne sur un accord de scrutin négocié il y a 2 mois. Le dirigeant dissident de l'État semi-autonome entretiendrait des relations étroites avec Nairobi, ce à quoi le président Mohamed Abdullahi, connu sous le nom de Farmajo, est farouchement opposé. Le Kenya a rejeté en bloc ces allégations. Voilà, c'est tout pour l'essentiel des échos de l'Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur notre chaîne.